Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle William Ekassa, je suis étudiant doctorat en sciences géomatiques à l'Université Laval. Je suis également chargé de cours au département de sciences géomatiques, de photogrammétrie fondamentale et des qualités de données géospatiales. Je vais vous présenter une partie de mon projet de doctorat qui concerne la segmentation et classification des dunes sous-marines du fleuve Saint-Laurent. Ma directrice de recherche est Sylvie Daniel et mon co-directeur est Eric Gilbert, les deux professeurs au département de sciences géomatiques, de l'Université Laval. Avant de continuer avec les spécificités de mon projet de recherche, j'aimerais faire un petit point d'expliquer pourquoi on veut segmenter. Pourquoi est-ce qu'on veut comprendre qu'est-ce qu'il y a au fleuve Saint-Laurent? Qu'est-ce qu'il y a au fond du fleuve? Donc, la question qu'on doit se poser quand on voit l'étude de segmentation et classification des dunes sous-marines du fleuve Saint-Laurent, c'est pourquoi le faire? Donc, comme tout dans la bathymétrie, dans l'hydrographie, le premier objectif, c'est toujours de sécuriser la navigation. On veut éviter, en connaissant la localisation où sont les dunes dans l'échelon de navigation, on veut éviter la collision de différents bateaux, de différents navires avec ces structures sédimentaires au fond. Ensuite, une fois qu'on les a identifiés, on les a segmentés à partir de nos données géospatiales, on peut comprendre la dynamique morphosédimentaire du fond marin, parce qu'on sait que dans le fond marin, on a l'accumul sédimentaire, les différents sédiments qui sont transportés par le fleuve. Donc, on va comprendre quel est le type de sédiments, comment ils se transportent dans le fleuve. Et on peut venir aussi supporter les activités d'ingénierie, comme par exemple les dragages, qui visent aussi sécuriser la navigation. Pourquoi? Parce qu'on va enlever les eaux fonds, ce qui présente un risque pour la navigation. Toujours en répondant à pourquoi segmenter les dunes sous-marines, mais en localisant les structures sédimentaires où les sédiments vont s'accumuler, on peut comprendre un peu plus le phénomène de l'érosion côtière, comment il se passe dans les fleuves. Et aussi, en identifiant les types de structures sédimentaires dans les fonds du fleuve, on va comprendre la dynamique morphosédimentaire et on va par la suite mieux comprendre les fonds, la dynamique de ces milieux, et ça va nous aider à construire des meilleurs modèles de simulation d'inondation, ce qui est très important dans les contextes du Saint-Laurent. Comme tout projet de recherche, on va se concentrer sur une zone d'étude au départ, donc pour la segmentation et la classification, l'analyse des dunes sous-marines. La zone de mon projet est la traverse nord du fleuve Saint-Laurent. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est de la moitié vers la fin de l'île d'Orléans jusqu'au Cap Griban à la rive nord, à peu près, dont moins les secteurs que j'ai considérés dans mon projet. Elle a une profondeur minimale, c'est un chenal de navigation artificielle, il a été creusé dans le fleuve si on veut, pour avoir toujours une profondeur minimale de 12,5 mètres, ce qui va permettre des bateaux à peu près de 15 mètres de profondeur de passer avec la marée jusqu'au Québec. Les données ont été acquises par Multifaisceau, des données multifaisceau avec le Service géographique du Canada et Groupe Océan, qui est un des partenaires du projet. On voit une grande variabilité des types de dunes qui ont été soulevées. Je vais vous montrer par la suite dans la présentation. Et dans les projets, on considère dans la zone d'étude des surfaces à grille régulière des modèles numériques de terrain avec une résolution de 1 mètre. Toujours dans le but de comprendre un peu la problématique du projet, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'une dune sous-marine? Alors, si je vous pose une question un peu plus simple peut-être pour les gens qui n'ont jamais vu une dune sous-marine, c'est quoi une montagne? C'est très facile de décrire c'est quoi une structure sédimentaire, c'est quoi une structure sur le sol, une structure naturelle. Mais maintenant, c'est très difficile d'implémenter ça, de rendre automatique, de décrire, de formaliser les concepts sur papier. Donc, je vous montre des différentes structures. Ça, c'est les modèles numériques de terrain qui ont été utilisés dans mon projet. On a deux secteurs différents, donc le secteur G4 et le secteur G14. On voit des dunes sur la surface. Et maintenant, on a besoin de décrire, de comment segmenter, comment extraire les objets dunes à partir de cette surface-là. Pour développer notre approche d'identification et segmentation de dunes sous-marines, on a dû répondre à cette question, formaliser les concepts des dunes. Et basé sur la littérature, on a construit une réponse qu'une dune sous-marine est une structure sédimentaire qui peut être identifiée à partir de 3 saillances. Donc, ici, on voit une dune. C'est quoi les saillances d'une dune sous-marine? C'est sa ligne de crête qui va permettre de l'identifier. Et pour la délimiter, on va identifier ces deux pieds de dune, ou en anglais les troughs. Donc, on a un pied de dune associé au côté en pente douce et un côté de dune associé au côté en pente abrupte. Ainsi, on a 3 saillances associées à la dune et 2 composantes, un côté en pente douce et un côté en pente abrupte. À partir du concept formalisé des dunes, on peut maintenant les identifier, à partir du modèle numérique de terrain, bien sûr, ça c'est notre donnée d'entrée. Donc, on a construit un modèle conceptuel.
Ce modèle conceptuel, il va considérer les trois saillances qu'on vient de dire, donc les deux pieds des dunes, un pied des dunes associé au côté en pente douce et un pied des dunes associé au côté en pente abrupte, et la ligne des crêtes qui vont être liées entre eux pour délimiter les deux composantes de la dune, donc les côtés en pente douce et les côtés en pente abrupte, pour former ensuite notre dune sous-marine. Et dans notre modèle, on considère que les pieds des dunes, ils sont quand même une limite floue de la dune. On ne peut pas bien identifier où est les pieds de la dune. Donc, on peut ou pas les détecter au complet. Alors, les deux pieds, ils peuvent être composés de multiples segments des lignes qui sont associés. Plusieurs segments vont former un pied des pentes abruptes ou un pied des pentes douces de la dune. Avec les concepts des dunes formalisées et avec un modèle conceptuel généré, on a pu développer une approche qui va segmenter les dunes de façon automatisée ou semi-automatisée. Donc, on a notre donnée d'entrée, qui c'est un modèle numérique de terrain, et seulement les modèles numériques de terrain. Et notre algorithme, notre approche est divisée en deux phases. La première phase, c'est l'identification des saillances, donc la ligne de crête et les deux pieds des dunes. Et ensuite, la phase 2, c'est l'identification des dunes en soi, la génération des objets dunes pour sortir comme résultat les objets dunes identifiés seulement à partir d'un modèle numérique de terrain. Donc, la première phase de l'approche de segmentation, c'est l'identification des saillances. Ainsi, à partir de notre modèle numérique de terrain, on a une première étape qu'on va classifier. On va faire une classification morphométrique du fond marin à partir du modèle numérique de terrain. Ensuite, on va identifier toutes les lignes de crête au fond marin. Et à partir de ces lignes de crête, on va aussi identifier des régions dunes. Ce ne sont pas encore des dunes, ce ne sont pas encore des objets dunes, ce sont des régions qui ont le potentiel d'être une dune. À partir de ces régions, on va identifier les pieds des dunes, côté en pente douce, côté en pente abrupte, et on aura les pieds des dunes identifiés. Également, à partir de ces dunes, de ces régions dunes, on va identifier les lignes des crêtes. Des dunes, veuillez noter qu'ici, on cherche toutes les lignes des crêtes dans le fond marin. Maintenant, dans cette étape, on cherche les lignes des crêtes seulement de ces régions dunes, qui ont le potentiel d'être un objet dune. Donc, pour mieux comprendre un peu l'approche, dans cette première phase, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre modèle numérique de terrain, on fait une classification morphologique du fond marin. Donc, vous voyez ici notre surface de fond marin avec plusieurs dunes, modèle numérique de terrain. On fait une classification morphologique basée sur les géomorphons. Voici la référence. C'est une surface, c'est un algorithme déjà bien établi dans la littérature, avec des paramètres stabilisés. Donc, je génère cette classification morphologique géomorphon. Et à partir de celui-ci, ça suit une série de traitements de morphologie mathématique. Plusieurs sont bien détaillés dans un des articles qu'on a rédigés pour le projet, qui sont à la fin de cette présentation. Et on va venir chercher les lignes de crête et les pieds des dunes. Donc, vous pouvez voir qu'on a les lignes de crête des dunes en vert et les pieds des dunes en magenta pour tout notre secteur. Très bien, mais jusqu'au moment où on n'a pas encore les objets dunes, on n'a pas identifié des dunes, on a identifié les saillances des dunes. Alors, pour sortir de l'approche basée sur pixel à pixel, cellule à cellule, on est parti sur l'approche basée objet, donc orienté objet. C'est une approche OBEA, aussi bien établie dans la littérature, avec plusieurs articles qui les décrivent. On veut éliminer les pixels là-dedans. On veut générer des objets dunes. Donc, à partir de la ligne de crête, je calcule ces attributs qui sont associés, tels que l'orientation et la longueur, par exemple. Et ensuite, je vais procéder à un matching. Je vais faire un matching des pieds des dunes associés avec chaque ligne de crête pour créer un objet dune. Alors, à la fin de la phase 2, je vais avoir un objet dune identifié seulement à partir de ces saillances. Oh, William, c'est flou, je ne comprends rien. Bon, je vais vous montrer comment l'approche fonctionne. Donc ici, on a ce que je vous ai montré auparavant. On a les pieds des dunes en magenta et les lignes de crête en vert. Donc si je fais un petit zoom dans une dune qui est bien délimitée, je prends ma ligne de crête et je calcule l'orientation associée à cette ligne de crête pour venir chercher les deux pieds des dunes, les pieds des dunes de la pente douce et les pieds des dunes de la pente abrupte. Puis c'est ça qu'on fait dans la phase 2. On a notre ligne de crête et on vient faire les matchings de ces pieds des dunes
du côté de la pente abrupte et de le côté en pente douce pour générer un objet dune. Donc vous voyez, les produits ici maintenant, je n'ai plus les MNT, je n'ai plus les lignes de crête, je n'ai plus les pieds de dune, je n'ai plus un pixel. J'ai un objet bien établi. Donc toutes les dunes, par exemple, cette dune, c'est la dune numéro 4. Celle-ci est la dune numéro, je ne sais pas, 6, 7. On a la dune numéro 37, et ainsi de suite. On a toutes les dunes qui ont été numérotées. Maintenant, on ne parle plus de science des composantes. On a l'objet dune en tant que tel, à partir du modèle numérique de terrain seulement. Et voici de nouveau. William, je ne comprends rien de ton projet. C'est tellement flou, je ne comprends pas qu'est-ce que tu as fait, l'approche. Bon, on va prendre un petit moment pour vous expliquer en résumé qu'est-ce qu'on a fait avec les projets avec l'approche, pardon, de segmentation des dunes. On a pris notre modèle numérique de terrain, très primitif. C'est l'élévation du fond marin ici qu'on a. C'est tout. On a calculé une surface géomorphométrique. On a calculé des paramètres géomorphométriques pour ce secteur, par exemple, pour ces modèles numériques de terrain. Cet algorithme, on n'a pas développé dans le projet, il est déjà bien établi dans la littérature. C'est l'algorithme de géomorphon. Cet algorithme, il va nous sortir des paramètres géomorphométriques pour chaque pixel de ma surface. Donc, c'est ça qu'on a calculé. Et à partir de ces paramètres, on vient chercher où sont les lignes de crête et où sont les pieds de dune associés à chaque objet dune. Donc, on cherche toutes les lignes de crête, donc ici en rouge, et les pieds de dune en bleu. On cherche où sont sur toutes les MNT que j'ai. Qu'est-ce qu'on fait? On vient ensuite générer des objets dunes. On a éliminé alors toute cette partie géomorphométrique et la ligne de crête à la fin. À la fin, on a des objets dunes bien identifiés pour notre image, basés sur notre modèle conceptuel qui considère qu'une dune a une ligne de crête et deux pieds de dune qui vont la délimiter. Donc, c'est ça notre approche, une vue globale de notre approche. C'est sûr qu'ici, c'est très simpliste. Quand on passe de cette étape à cette étape, c'est assez simple, c'est un algorithme bien établi dans la littérature, mais de cette étape à cette étape, on a plusieurs opérations de morphologie mathématique et de traitement d'image qui ont été appliquées pour générer seulement une ligne de crête et des pieds de dune. Et ensuite encore des opérations de traitement d'image de morphologie mathématique pour venir générer mon objet dune. C'est très bien, William. J'aime bien l'approche de segmentation, mais est-ce qu'il fonctionne? Donc, on a considéré 14 modèles numériques de terrain de 9 différents secteurs de la traverse nord. Et voici. Veuillez noter qu'il y a des différents secteurs qu'on a considérés plus d'une surface. Et 882 dunes ont été segmentées pour le développement de l'approche. Donc, de ce total, on a eu presque 92% des dunes qui ont été bien segmentées, bien identifiées, bien segmentées à partir du modèle numérique de terrain selon notre approche. On a eu un faux positif, c'est-à-dire des dunes qui ont été détectées, qui n'existent pas ou qui ne sont pas des dunes de 1,5%. Ici, on considère aussi des dunes draguées, parce qu'on a des dunes qui ont été draguées dans le fleuve, qui ont été détectées par notre approche, qu'on ne voulait pas vraiment les détecter. Et ensuite, on a 6,6% des faux négatifs, c'est-à-dire des dunes qui existent dans les fonds du fleuve, qui n'ont pas été détectées par notre approche. Mais veuillez noter que ces dunes-là, elles ont été identifiées visuellement, elles sont des dunes très petites, puis c'est normal alors qu'on les identifie visuellement, mais que notre approche ne les détecte pas parce qu'on a une résolution assez grossière, des 1,5 mètres, des 1 mètre, donc on ne peut pas les détecter à partir de l'approche. Donc en général, l'approche de segmentation a bien fonctionné. Alors maintenant on a segmenté les dunes, qu'est-ce qu'on fait avec? On fait quoi avec la segmentation, les produits? Maintenant, on peut analyser les dunes. On peut analyser la dynamique, la dynamique morpho-sédimentaire du fleuve Saint-Laurent. Ça, c'est le premier pas pour l'analyse du fond marin. Donc, avec les objets dunes identifiés, on peut calculer une série de paramètres associés à chaque dune, à chaque structure dune. On a 16 descripteurs morphologiques qui peuvent être calculés. Ces 16 descripteurs sont, par exemple, l'orientation, l'indice d'asymétrie, l'indice de sinuosité, d'autres paramètres géométriques associés à la dune, tels que la largeur, la hauteur, sa taille dans le fond marin, bref, l'indice des pentes, je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, on a plusieurs paramètres qui peuvent être calculés. Et on a d'autres descripteurs qui peuvent être associés à chaque structure dune, tels que la granulométrie, la taille des sédiments de chaque structure. On a les dynamismes des dunes qui peuvent être associés. Est-ce que la dune se déplace pas? Est-ce que, bon. Mais, donc, on a une série d'autres descripteurs qu'on peut
associé à chaque dune. Ça ne vient pas de la géométrie. On ne peut pas identifier à partir d'un modèle numérique des terrains. Mais pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Pourquoi est-ce qu'on veut analyser? Comment est-ce qu'on va analyser les dunes? Ce diagramme, il nous montre l'importance d'identifier les dunes pour ensuite les analyser. Parce que plus on a notre direction du courant vers la gauche, plus on augmente les vitesses du courant, plus on va avoir des dunes isolées, plus on va avoir des champs de dunes qui vont devenir des dunes de plus en plus imposantes, jusqu'à ce qu'elles deviennent des dunes isolées et qu'elles disparaissent éventuellement parce qu'on a une vitesse trop grande du courant qui ne permet pas l'accumul des sédiments au fond. Donc, identifier les dunes, bien étudier, bien analyser ces paramètres, va nous parler un peu plus de l'environnement en général, donc du fleuve en tant que tel, dans cette portion du fleuve, bien sûr, où on a segmenté les dunes, sans avoir accès à toutes ces informations. Juste basé sur la dune, sur sa géométrie, on peut avoir quelques conclusions. Pas toutes, mais on peut avoir quelques-unes. Donc, toujours dans cette perspective de comment les analyser, mais pourquoi et comment qu'on va les analyser. Donc maintenant, dans l'analyse, on a segmenté un peu plus. On a 19 modèles de terrain qui ont été considérés encore dans les 9 secteurs de la traverse nord. Et on a un total maintenant de plus de 1200 dunes qui ont été segmentées. Maintenant, je vous dis, mais William, je ne comprends pas pourquoi on les analyse. Ça n'a aucune différence à une dune dans le fleuve. Non, non, voici. Chaque secteur, on a des dunes différents types qui ont été identifiés. Vous voyez, les dunes du secteur G4 qui est localisé plus au sud, on a un type caractéristique des dunes barcanoïdes qui ont été identifiées. Dans le secteur G10, on a une zone de transition avec quelques barcanes, avec des champs de dunes, tandis que dans la G14, on a des dunes assez imposantes, plus grandes, linéaires qui ont été identifiées. Donc, comment est-ce qu'on fait pour analyser maintenant? Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération de ces dunes pour analyser les dunes et l'environnement dans lequel elles ont été identifiées dans le fleuve? Donc, on a une première classification qui nous a été proposée, c'est les classiques dans la littérature. Elle a été proposée en 1990, dont on vient classifier les dunes basées sur deux paramètres. Premièrement, sur deux paramètres, c'est la longueur d'onde et la hauteur de la dune, et on va les classer en petites, moyennes, grandes et très grandes. On a ensuite d'autres paramètres qui vont décrire un petit peu mieux les dunes, tels que les dunes 2D ou 3D. Est-ce que la dune est linéaire? Est-ce que la dune elle est plus sinueuse? On a ensuite de la superposition d'autres structures sous la dune. On ne peut pas faire les identifier dans notre approche parce que la résolution est un peu trop grossière pour les identifier. Ensuite, quel est le type des grains, la taille du sédiment dans les dunes? On n'a pas cette information. Donc, on doit procéder à un autre type d'analyse et non pas considérer seulement cette classification classique des dunes. Mais pourquoi, William, qu'on ne peut pas utiliser la classification classique? Parce que voici les résultats. Si on utilise la largeur de la dune ou la longueur d'onde, ici c'est un petit peu différent, on n'utilise pas la longueur d'onde, on utilise la largeur. On va voir la seule conclusion que nos dunes sont grandes. On n'a pas d'autres conclusions à tirer. On peut aussi parler qu'elles sont 2D ou 3D, mais les paramètres sont encore flous. Donc, les autres basés sur la taille des sédiments, sur les courants, toutes ces informations-là, on ne les a pas. Donc, selon la classification classique, on ne peut pas dire grand-chose à propos des dunes de la traverse nord, mais on voit que les dunes sont tellement différentes, on a tellement différents types de paramètres associés qu'on peut peut-être en dire un petit peu plus que seulement que la dune est grande. Vous voyez, même selon cette classification, notre méthode, elle n'a pas détecté de petites dunes, donc des dunes plus petites que 5 mètres. C'est normal parce qu'on a une résolution de 1 mètre. Donc notre méthode ou notre approche, elle n'a pas été développée pour détecter des petites dunes. Donc au cours du projet, on s'était dit qu'on ne va peut-être pas classer les dunes. Pourquoi? Parce que les différents experts de différents domaines auront besoin de différentes caractéristiques des dunes. Comme par exemple, un sédimentologue, lui, est intéressé aux dimensions des dunes, son orientation, la taille du sédiment, l'indice d'asymétrie des dunes, la relation spatiale avec la prochaine dune du champ. Tandis qu'un autre professionnel pour la navigation, lui, il ne veut pas tout ça, il veut juste savoir la dimension, l'orientation, profondeur et la localisation. Est-ce que c'est un risque pour la navigation? De même que pour la manutention de chenaux. Un océanographe, il n'y a peut-être pas l'intérêt sur la dune, mais plutôt sur le secteur. Donc, on a les différents experts qui peuvent intervenir et on est arrivé à la conclusion qu'on ne va peut-être pas classifier les dunes. On va les analyser selon les différents experts, les différents paramètres qui interviennent aux dunes et peut-être que ces différents paramètres vont nous dire un petit peu plus sur l'environnement de développement de la dune et comment le fleuve se comporte tout au long d'un chenal de navigation.
Ensuite, cette analyse faite, on peut peut-être la rendre un petit peu plus large, étudier d'autres secteurs du fleuve, d'autres chemins de navigation du fleuve. Donc, c'est un peu là où on est rendu dans le projet. On n'a pas encore effectué cette analyse en profondeur, mais on voit que l'évolution du fleuve vers le nord, le fleuve il devient de plus en plus profond, avec les dunes plus profondes et des dunes plus imposantes, de plus en plus grandes. C'est-à-dire que la vitesse ralentit, est-ce que la profondeur augmente. Donc, on a de différents paramètres, on peut sortir de différentes analyses qui vont peut-être plaire aux différents professionnels sans sortir des classes rigides associées à chacun de ces objets dunes. Alors, comme conclusion, on a fait une segmentation, une méthode de segmentation de dunes qui est basée sur un modèle conceptuel. Donc, on élimine la partie floue que chacun va délimiter une dune, va chercher une dune avec son propre expérience. Notre méthode, elle est basée sur les MNT et sur un algorithme de classification géomorphométrique. On utilise seulement les sciences pour identifier et segmenter les modèles de terrain. Ensuite, on ne veut pas sortir des classes rigides. On ne veut pas mettre tous les objets dunes dans des classes rigides et dire, oh, on a des petites, des grandes, des moyennes dunes. C'est pertinent de faire ça, mais nous, on trouve qu'on peut aller au-delà. On peut aller dans une analyse en considérant tous les contextes du développement des dunes et non seulement ses caractéristiques géométriques. Pour, dans une prochaine étape, segmenter et analyser des dunes de différents contextes, du fleuve Saint-Laurent ou aussi d'autres fleuves du monde ou encore des dunes marines, parce que nous, on est dans un contexte fluvio-marin. On peut peut-être aller dans d'autres contextes et faire les mêmes types d'analyses basées seulement sur la géométrie des dunes et l'avis des différents experts. Aussi, ces projets-là, il est un premier pas vers une analyse spatio-temporelle de déplacement des dunes sur les fleuves. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les fleuves Saint-Laurent est très, très dynamique. Donc, une dune qu'on va lever aujourd'hui, peut-être que dans 2 ou 3 jours, elle va se déplacer de 5-6 mètres dans le fleuve. Donc, si on comprend tout ce dynamisme, tous les types de dunes qui sont impliqués et pourquoi on a ces déplacements, on pourra faire des modèles de prédiction. Ah, cette dune, elle va devenir une dune comme telle, ou elle va disparaître, ou elle va être remplacée, ou elle va être fusionnée. Donc, les projets de segmentation, identification et analyse contextuelle est peut-être un premier pas vers une analyse spatio-temporelle des dunes de fleuve Saint-Laurent. Merci beaucoup pour votre présence, pour écouter cette capsule dans la journée SIG. Merci d'ailleurs à l'organisation de la journée SIG 2021 de l'Université Laval de l'opportunité de présenter mon projet. Je remercie à tous ceux qui ont regardé la présentation. Je dois aussi remercier tous les partenaires du projet. On en a quelques partenaires. Ils sont tous très importants dans l'accomplissement des objectifs délimités au début de notre projet. Avez-vous des questions, des commentaires? Bien sûr, je ne peux pas répondre tout de suite, mais vous pouvez m'envoyer des courriels, me contacter sur courriel ou sur Teams encore. Il me fera plaisir de vous répondre à toutes questions ou encore d'enrichir mon projet avec vos commentaires. Merci beaucoup. À bientôt.